Bonjour et bienvenue sur Bref de classe, le nouveau podcast de l'APHG, créé et animé par Nicolas Charles et Johan Chanoir. Sur celui-ci, vous trouverez des mises au point sur les nouveaux programmes de collège et de lycée, des bibliographies ainsi que des propositions pédagogiques. Bref de classe, une émission en deux parties. Tout d'abord, une présentation par un spécialiste des grands enjeux du thème au programme, puis ensuite, un personnage et un document représentatifs de la période. Document que l'on peut télécharger sur aphg.fr et le réutiliser en classe. Bonjour, aujourd'hui nous recevons Pierre Denmat, qui est agrégé de géographie, professeur d'histoire-géographie en section européenne au lycée Paul Langevin de Suresnes et professeur de géographie en classe préparatoire aux grandes écoles options littéraires au lycée Victor Hugo de Paris. Il est également, et c'est à ce titre que nous le recevons, doctorant en géographie à l'université de Paris-Nanterre, et son sujet de thèse est comment enseigner la géographie à partir des séries télévisées. Et il est enfin directeur d'ouvrage au livrescolaire.fr et il a coordonné et dirigé le manuel de géographie des futures terminales tronc commun. Bonjour. Si je ne me trompe pas. Bonjour Pierre. Donc on va commencer sur la métropolisation. Alors, la métropolisation est devenue cette année avec la réforme du lycée une leçon de première. Qu'est-ce qu'on peut en dire en introduction ? Alors, il me semble qu'il faut revenir tout d'abord sur l'urbanisation du monde, puisque 55% des hommes vivent actuellement en 2019. Et donc revenir sur la question d'une urbanisation qui est certes un processus général à l'échelle mondiale, mais malgré tout différencié dans le monde, puisque c'est actuellement les pays des Suds qui connaissent un processus d'urbanisation vraiment fortement marqué, et notamment par l'exode rural. Cette urbanisation et cette question de la métropolisation, ça permet aussi de revenir sur la question de la mondialisation, puisque tout est lié, et de voir les hiérarchies urbaines qui évoluent dans le cadre de la mondialisation à travers différents processus à l'échelle locale. Alors, je pense que tout d'abord, en introduction, il faut quand même bien reprendre la différence entre urbanisation et métropolisation, qui sont des processus qui sont certes liés, mais quand même différents, et il faut bien que les élèves le comprennent. L'urbanisation, finalement, c'est le processus le plus simple, c'est le développement des villes, si on s'en tient à la définition stricte. Alors que la métropolisation, c'est le processus de concentration de fonctions de commandement dans une ville. Et donc là, on s'intéresse évidemment à des villes beaucoup plus grandes. Et c'est là l'enjeu finalement de ce thème, c'est que l'urbanisation du monde, ça, on va s'intéresser à tout type de villes, et il va falloir d'ailleurs les définir, ce qu'on va faire tout à l'heure, mais la métropolisation, elle s'intéresse, elle, aux très grandes villes. Et c'est là, je pense, un aspect important à avoir en tête. Donc, tu évoquais donc en introduction la différence entre urbanisation du monde et métropolisation mondiale. Donc aujourd'hui, on peut dire que l'horizon d'attente de la majorité de la population mondiale, c'est la ville. 55% de la population, grosso modo, y vit. Et donc, comment les collègues ils peuvent introduire, ils peuvent mettre en action dans leur cours sur la métropolisation cette différence entre urbanisation d'une part et métropolisation d'autre part. Mais je pense qu'il faut qu'ils reviennent tout d'abord sur cette différence, en expliquant que finalement une ville, c'est juste une concentration de population avec une certaine densité de l'habitat, mais aussi une densité des activités qui y sont associées. Donc une ville, elle se caractérise par des fonctions administratives, culturelles, éventuellement industrielles, etc. Mais juste bien expliquer que c'est quelque chose d'assez simple et qu'une ville peut être petite. Expliquer aussi que cette urbanisation, finalement, elle est en permanente évolution, et en fait on est dans le cadre de la transition urbaine, avec une transition urbaine qui suit des logiques multiples finalement, parce que, je le disais, dans les pays en développement, finalement l'exode rural est encore très important, ce qui donc contribue à ce processus d'urbanisation dans les Suds, alors que dans les pays développés, eh bien, les villes, elles portent la croissance démographique aujourd'hui, parce qu'elles concentrent des populations jeunes, etc., mais elles ne connaissent plus cette croissance aussi importante qu'on peut observer dans les Suds.
Donc ça, c'est, je pense, un élément important. Et puis, il faut, je pense quand même que les collègues aient bien en tête cette question de la définition de la ville et peut-être montrer aux élèves, à travers différentes définitions, que la ville, eh bien, c'est un objet qui est certes défini en géographie, mais qui connaît différentes définitions. Alors, si on s'en tient sur le plan très statistique, eh bien, on peut avoir différents seuils. Par exemple, les Nations Unies vont utiliser le seuil de 20 000 habitants. En France, le seuil il est 2000 habitants. C'est un élément qu'il faut avoir en tête, et donc là on pourrait éventuellement comparer différents documents qui montreraient différents seuils dans des pays variés. En Inde c'est 5000 habitants, la limite, hein. Et donc bien montrer que ben, qu'est-ce qu'on étudie, quel est l'objet d'étude de ces villes. Et donc là, c'est un élément important à avoir en tête. Après, c'est vrai que à partir de ce point-là, on peut expliquer que oui, des métropoles naissent, bien sûr, elles existent, elles s'affirment par des fonctions de commandement, c'est certain, par une capacité de rayonnement à différentes échelles, que ce soit régionale, mondiale, mais c'est vrai que ça concerne que certaines villes. Et donc là, on est bien dans le cadre de cette hiérarchie urbaine entre différentes villes, des métropoles, qui seraient un peu les têtes de pont, celles qui sont connectées dans la mondialisation, elles sont toutes reliées entre elles, etc. Et en fait, les villes qui, elles, seraient plutôt des relais à différentes échelles, avec donc des concentrations de population, un bassin d'emploi, mais c'est tout. Donc voilà, et cette question de la hiérarchisation, elle est, je pense, vraiment importante à avoir en tête, hein, si on étudie vraiment le réseau urbain, et c'est quand même quelque chose qui a été fortement travaillé en géographie, hein, notamment en analyse spatiale. Eh bien on peut bien voir que il y a une extension des villes, une extension des zones urbanisées dans le monde, clairement, mais que finalement il y a aussi des stratégies d'acteurs derrière tout ça, et que la métropolisation, elle dépend de ces stratégies d'acteurs, à toutes les échelles. Donc ça peut être des acteurs privés comme les grandes entreprises, les FTN, etc. Mais ça peut aussi, bien sûr, être des stratégies politiques d'acteurs publics qui vont chercher à développer certaines villes pour certaines activités. Et donc là, on retrouve aussi une hiérarchie. Certes, la hiérarchie, elle existe, mais il va falloir bien montrer aux élèves quelles sont les logiques qui président à cette hiérarchie. Et cette hiérarchisation, elle ne se fait pas toute seule. Ça, c'est, je pense, un point important aussi. Attendez, alors est-ce qu'il existe des marqueurs, on va dire, non géographiques, objectifs, pour repérer une métropole dans un ensemble de villes? Moi, je pense par exemple aux équipes de football de première division, enfin de Ligue 1 maintenant, comme on dit. Est-ce que c'est un marqueur pour identifier dans notre championnat, parce que les élèves généralement aiment bien le football, connaissent les équipes, les classements, savent les situer sur une carte, c'est déjà beaucoup en géographie aujourd'hui. Est-ce que c'est un marqueur ou pas? Ça peut en être un, ça dépend. Il faut voir par exemple quels sont les financements qui sont attribués par les villes. Est-ce que ces villes elles ont les moyens de financer ces clubs et d'avoir aussi des infrastructures qui permettent l'organisation des matchs. C'est certain qu'un stade de foot qui aurait une grande capacité d'accueil, ça peut être un élément qui participe finalement du rayonnement d'une ville et donc ce serait une fonction, on pourrait dire, culturelle pour une ville et donc une métropole puisque la métropole se caractérise par différentes fonctions de commandement. Alors si on a juste cette fonction avec le grand stade, c'est sûr que ça ne va pas faire une métropole très complète. Je pense à des villes qui ont marqué l'histoire du foot comme Sochaux par exemple. Sochaux n'est pas une métropole et pourtant elle a eu, ou elle a encore, je ne sais pas, une grande équipe de football. Donc bien sûr ça peut être un élément, mais c'est pas uniquement cet élément qui va permettre de dire que c'est une métropole. Et parmi d'autres marqueurs, qu'est-ce qu'on pourrait trouver? Par exemple, la musée international, comme le Guggenheim, par exemple, à Bilbao, Oui. si on sort un peu du cadre hexagonal. Tout à fait, oui. C'est vrai que un musée international peut avoir évidemment une fonction, clairement une fonction métropolitaine. C'est aussi le but des acteurs que de Mhm. faire venir le tourisme international et donc clairement eh bien, donner un certain rayonnement à la ville. Là encore, attention, si on prend l'exemple du Louvre-Lens, eh bien, on est certes un musée international ou à vocation internationale, mais Lens n'est pas une métropole. Donc cela peut évidemment en faire partie, ça peut même renforcer le statut de métropole de certaines villes, et on peut l'observer par exemple dans les Émirats, Abu Dhabi qui s'est doté donc du Louvre, et bien et d'autres musées d'ailleurs internationaux, c'est une façon bien sûr de renforcer sa place à l'échelle mondiale, certain. Et est-ce que le choix joue en sens inverse, par exemple, avec des acteurs privés? Est-ce que, par exemple, il y a des critères objectifs qui les attirent dans une ville qui est une métropole ou qui devient une métropole?
Moi, je pense que oui, ça dépend. Les acteurs privés, ils vont chercher. Alors, ça dépend. Soit des incitations fiscales. On peut penser, par exemple, à toute la logique des zones économiques spéciales qui ont été mises en place en Chine, par exemple, et pas que. Hein. Mais c'est certain que cela participe, bien sûr, à attirer des capitaux étrangers, etc. Moi, je pense à la ville de Shenzhen, par exemple, en Chine, qui est clairement aujourd'hui une métropole et qui s'est développée grâce à l'action de ces firmes transnationales qui sont venues s'installer dans cette ville, même si c'est une ville qui est aussi bien sûr fortement industrielle, mais il y a aussi des fonctions de commandement industriel là-dedans, et voilà, les autorités chinoises actuellement souhaitent faire de Shenzhen finalement un peu une concurrente de Hong Kong, donc on est bien dans cette logique aussi de concurrence qui s'opère entre les métropoles, et ça peut même être à l'échelle nationale finalement. Alors donc, Shenzhen est comment dire, un très bon exemple pour offrir une transition avec le deuxième point qu'on avait relevé, c'est à savoir c'est les relations, hein, pour aller vite, entre métropolisation et mondialisation. Oui. Alors c'est vrai que cette question de la mondialisation, elle est importante. Alors là, il faut, je pense, revenir aux travaux de Cynthia Gora-Gobin, hein, qui a vraiment beaucoup travaillé sur ce processus de métropolisation, et notamment en Amérique du Nord. Et elle a montré, hein, que la métropolisation, finalement, c'est une sorte de traduction spatiale de la mondialisation à l'échelle locale. Et ça, c'est vraiment important à avoir en tête, parce que et ça permet aussi de remobiliser des connaissances chez les élèves, puisque la mondialisation, ils l'auront déjà vu au collège. La métropolisation aussi, cela dit, mais c'est vrai que c'est important de faire le lien dans toute cette question-là. Et en fait, ce qui est important, c'est de bien voir que, ben oui, effectivement, la métropolisation, elle tend bien sûr à concentrer différentes fonctions de commandement dans certaines villes, et donc là on est bien dans cette logique de mondialisation, donc dans une concurrence mondiale où chaque ville essaye d'obtenir certains avantages pour être plus compétitive à l'échelle mondiale. Et donc là on est bien dans une logique de concurrence mondiale entre les villes. Et bien sûr, c'est vrai que là, ça permet aussi de comprendre que eh bien, ce ne sont pas forcément les villes les plus peuplées qui vont être celles qui vont être les plus métropolisées et qui vont concentrer toutes les fonctions de commandement. Et ça, c'est aussi un élément important à faire comprendre aux élèves. Donc ça, c'est quelque chose, et je pense que là, on peut prendre des exemples assez emblématiques. On peut prendre l'exemple de Dakar, par exemple, qui est une énorme ville, presque 20 millions d'habitants, et pourtant qui n'a aucune fonction métropolitaine, quasiment pas, alors qu'il y a des villes plus petites qui vont, elles, être des métropoles, et ça, c'est vrai que c'est important à avoir en tête. Et donc après, il va s'agir, eh bien, dans ce cas-là, de voir avec les élèves finalement quelles sont les villes globales, donc ces villes qui seront celles qui sont les plus intégrées à la mondialisation. Et là, c'est les travaux de Saskia Sassen, qui est économiste, mais qui a donc travaillé, hein, dans les années 90 sur cette hiérarchisation des villes. Et donc, elle avait expliqué, hein, à l'époque, que les global cities, ces villes globales ou villes mondiales, elles n'étaient que trois: New York, Londres et Tokyo, et puis elle y a ajouté ensuite Paris, puis ensuite Francfort, Milan, Singapour, Hong Kong sont venus s'ajouter, et c'est vrai que en fait elle explique, hein, que toutes ces villes globales, elles sont reliées entre elles, elles forment un réseau, hein, l'archipel mégalopolitain, si on reprend les travaux d'Olivier Dollfus, et donc c'est un système de villes qui en fait dominent le monde aujourd'hui grâce à différentes fonctions. Elles sont à la direction du monde, si on veut. Et donc, c'est vrai que là, c'est un point important. Alors ensuite, il faut faire attention à ces concepts assez économiques. C'est que certes, ces villes, on a l'impression qu'elles fonctionnent en synergie, mais il ne faut pas oublier qu'elles sont elles aussi fortement concurrentes, et que là-dedans, eh bien, les acteurs locaux cherchent aussi à bien avoir des avantages comparatifs par rapport à la voisine, et donc essayer, hein, toujours d'avoir plus de choses que l'autre, plus d'avantages pour attirer toujours plus de capitaux. Et ça, je pense, un point intéressant. Par exemple, actuellement, entre Paris et Londres, la concurrence fait rage, a fortiori dans le contexte politique actuel, où il s'agit de savoir qui va avoir le plus de firmes transnationales, de sièges de firmes transnationales, qui va avoir le plus d'événements culturels, qui va avoir les meilleures universités, etc. Et là, les acteurs locaux jouent un rôle, bien sûr, pour se démarquer dans la mondialisation. Alors qui dit mondialisation dit hiérarchisation, si on a bien compris. Mais est-ce qu'il y a déjà eu des exemples dans l'histoire de villes qui étaient des métropoles et qui ont perdu leur rang métropolitain?
ou Alors, pas? c'est une C'est une bonne bonne question. question, c'est une bonne question. Je n'ai pas d'exemple qui me viennent en tête qui auraient vraiment perdu leur rôle métropolitain. On peut penser aux villes décroissantes. J'ai en tête Détroit qui, je pense, effectivement, a perdu une partie de son caractère métropolitain à cause de la fermeture des usines automobiles notamment. C'est certain que oui, c'est une ville qui probablement a perdu une partie de son statut métropolitain. J'ai pas beaucoup d'exemples, d'autres exemples qui me viennent en tête de ces villes qui pourraient perdre de leur puissance. On est plutôt actuellement dans une phase de toujours plus de puissance dans les métropoles. Non, oui, je dirais Détroit dans ces cas-là. D'accord. Et dans l'histoire, par exemple, des villes comme, par exemple, Rome, qui est, bon, même si elle est toujours aujourd'hui une capitale religieuse mondiale, des villes comme Anvers, qui ont été des grands centres. Alors c'est certain que là, Hum, si on va chercher de loin dans oui. l'histoire, Lisbonne, par exemple. Lisbonne, oui, bien sûr, ces villes étaient clairement certainement des métropoles Ouais. à l'époque. Il me semble même que certains historiens ont qualifié Rome à l'époque de mégapole, puisqu'elle avait 1 million d'habitants dans l'Antiquité, à la fin de la République. Oui, c'est certain que Rome a été une métropole, est-elle toujours une métropole? C'est la capitale politique de l'Italie, une ville touristique. Après, c'est certain que dans le cadre de la concurrence, c'est plutôt Milan aujourd'hui qui serait la Mhm. métropole italienne. Pour Anvers, c'est un peu différent parce qu'Anvers, aujourd'hui, c'est quand même un très grand port Ouais. mondial. De mémoire, le deuxième port le plus grand en Europe. Donc, je dirais que oui, Anvers a certainement perdu une partie de ses fonctions historiques, mais d'un autre côté, a su aussi eh bien, rebondir et proposer d'autres fonctions. Et la fonction portuaire, aujourd'hui, elle est, je pense, majeure aussi dans cette mondialisation et elle permet donc bien d'être reliée à l'échelle mondiale avec d'autres grands ports et d'autres centres. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'en fait, que les villes que l'on pourrait croire, comme ça, a priori, forcément métropolitaines ne le sont pas. Moi, je pense à Genève, par exemple, parce que Genève, qui multiplie les fonctions de commandement à l'échelle internationale, n'est pas apparemment une métropole. Alors, ça dépend de la Mhm. définition, finalement. On peut toujours en discuter. C'est toujours la question, est-ce qu'on est en géographie très quantitative et donc on s'intéresse que à certains seuils, ou est-ce qu'on est dans une géographie plus qualitative? Moi, j'aurais tendance à dire que Genève est une métropole, malgré tout, de par ses fonctions de commandement à l'échelle mondiale. Je pense au siège De de l'OMS. l'EMS, tout à fait. Donc, par exemple, Genève est aussi une ville qui est spécialisée dans tout le domaine de la chimie et de la pharmacie, et je pense que là, c'est aussi une métropole, mais je dirais une métropole peut-être reliée aussi avec, qui forme qui est renforcée aujourd'hui par tout un réseau. Moi, je pense au réseau avec Lyon, qui est aussi spécialisé dans le même domaine, mais aussi avec des villes italiennes, que ce soit Turin ou Milan. Je pense que oui, Genève peut être une métropole. C'est d'ailleurs un cas intéressant à étudier avec les élèves, parce que c'est toujours la question des seuils. En fait, qu'est-ce qu'une métropole aujourd'hui? Et dans le cadre de ces métropoles mondiales, finalement, c'est vrai, on ne se pose pas la question de savoir si New York est une métropole, on le sait. Les chiffres parlent d'eux-mêmes, mais en revanche, pour d'autres villes, on peut discuter. Et effectivement, Genève fait partie de ces villes où on pourrait réfléchir à savoir est-ce une métropole ou pas. Mais il y a quand même un certain nombre d'éléments qui feraient penser que c'en est une. Et est-ce que dans le cadre de d'une réflexion géographique mondiale et mondialisée, les chercheurs africains, par exemple, que tu connais bien pour travailler sur l'Afrique, par exemple, ça utilise le concept de métropole ou ils n'utilisent pas peut-être d'autres termes? Est-ce que c'est un terme ethnocentré, européano-centré ou pas? Ou c'est un terme valise que tous les géographes du monde emploient et utilisent? Parce que tu as expliqué qu'il y avait un problème de définition de la ville dans le monde. Donc, est-ce que ça se retrouve, par exemple? Je pense que c'est quand même un terme relativement valise pour plusieurs raisons. D'abord parce que certes les chercheurs africains travaillent sur ces questions d'urbanisation, etc. Mais ils sont fortement influencés aussi par la littérature qui est diffusée la littérature scientifique qui est diffusée dans le monde entier. Je pense que oui, la question de la métropolisation en Afrique, elle est étudiée par les géographes. Et même les chercheurs en sciences sociales de façon générale en Afrique. Je pense que la question de savoir qu'est-ce qu'une métropole en Afrique est plus délicate en revanche. On pense à Johannesburg facilement, qui est la métropole en Afrique, oui. Lagos aussi au Nigeria, la question se pose. C'est vrai, est-ce une métropole ou n'est-ce qu'une mégapole? Finalement, une très grande ville, 18 millions d'habitants. De plus en plus, je dirais, une métropole. Après, voilà, la question, c'est qu'en Afrique notamment, hein, c'est sûr que peu de villes actuellement concentrent énormément de fonctions de commandement et donc on a souvent des métropoles incomplètes, Johannesburg étant finalement la métropole qui concentrerait à peu près toutes les fonctions d'une métropole
effectivement, du point de vue européen ou occidental, si on veut. Alors on observe donc aujourd'hui à l'échelle mondiale un processus de métropolisation qui est indéniable, qu'on trouve en Asie, en Afrique, en Europe évidemment, au nord comme au sud, mais pourtant ce processus est très inégal. Oui, clairement. C'est un processus inégal, bien sûr, parce que c'est vrai que si on s'en tient à la définition de l'archipel mégalopolitain, pardon, on a finalement que des villes des Nord. Alors je dis bien des Nord, parce que les pays développés sont pluriels, et donc c'est vrai qu'on a des métropoles qui ont des trajectoires diverses. Si on pense à Moscou par exemple, Moscou a connu des hauts et des bas si on veut, puisque bon, à la chute de l'URSS, Moscou a perdu de son rayonnement. Aujourd'hui, Moscou est de nouveau une ville mondiale et une métropole mondiale, c'est certain, avec cet énorme centre d'affaires qui s'appelle Moskva City et qui connaît un développement majeur, avec donc tous ces gratte-ciels, etc. Et donc on retrouve finalement ce paysage standardisé dans les métropoles, qu'on retrouve un peu partout dans le monde. Mais c'est sûr qu'au sud, eh bien, la question de la métropolisation, elle est intéressante parce qu'on a un processus en cours. Et donc on a quelques métropoles qui sont clairement établies, notamment dans les pays émergents, si on pense bien sûr à Shanghai, à Mumbai, à Delhi, Johannesburg, on en parlait tout à l'heure, ou Sao Paulo, oui, clairement, on a là bien des métropoles, c'est certain. Mais c'est vrai que dans d'autres cas, c'est plus difficile. Et d'ailleurs, il y a certains classements, moi je pense notamment à un classement qui s'appelle Globalization and World Cities, le GAWC, qui est un classement établi par une institution privée, qui en fait exclut toutes les villes africaines sauf Johannesburg de son classement. Et donc on retrouve ni Lagos, ni Addis Abeba, qui sont pourtant des villes qui connaissent une forte croissance aujourd'hui et qu'on peut considérer comme des métropoles à minima à l'échelle africaine. Et donc c'est vrai que là c'est cette question-là qui est intéressante à voir, et donc on peut aussi étudier bien sûr toutes les logiques d'acteurs qui sont faites pour renforcer ces métropoles dans les suds et renforcer la métropolisation. Alors là, on peut prendre l'exemple de la course aux équipements prestigieux, qui sont les grands musées, on en parlait tout à l'heure, mais aussi les aéroports internationaux, les centres d'affaires et de congrès, et là, ou alors les événements aussi, les événements comme les JO, l'exposition universelle, etc. Eh bien, si on regarde actuellement, on a beaucoup de métropoles des Suds qui donc ont été ou sont le lieu de l'organisation de ces événements, ou qui se dotent de ces grands équipements. Par exemple, voilà, Rio a accueilli la Coupe du Monde de football et puis les JO. Dubaï accueille cette année en 2020 l'exposition universelle. Doha accueillera la Coupe du Monde en 2022. Voilà, on peut penser aussi à Beijing, Pékin qui avait accueilli les JO en 2008. Donc voilà, il y a une logique aussi de se doter, d'avoir ces grands événements pour, bien sûr, renforcer le rayonnement, attirer l'attention aussi sur ces villes, etc., attirer les investisseurs. Et puis, bien sûr, une logique aussi qui va être donc de se doter d'équipements prestigieux, soit des grands aéroports. Beijing vient d'ouvrir un énorme aéroport donc international. On peut aussi penser, bien sûr, aux grands musées. Donc, on parlait tout à l'heure d'Abu Dhabi. Abu Dhabi s'est doté donc de ces grands musées. Eh bien oui, tout ça, c'est des grandes infrastructures qui participent bien sûr au rayonnement. Puis les centres d'affaires, eh bien, ils se multiplient dans toutes les métropoles des Suds, que ce soit à Johannesburg avec Sandton, que ce soit à Lagos avec Lagos Island, donc ça c'est en Afrique, mais aussi par exemple dans des villes moins connues comme Ho Chi Minh Ville au Vietnam, qui est actuellement un énorme centre d'affaires en plein essor au sud de la ville. Et d'ailleurs, Ho Chi Minh Ville qui se dote aussi d'un réseau de métro actuellement, financé par les Japonais d'ailleurs, ce qui est intéressant, financé et construit par les Japonais. Et donc voilà, on a là bien sûr des villes qui cherchent à se développer et à avoir des équipements prestigieux pour rester dans la course internationale et donc attirer aussi plus de flux, être au centre des flux. Alors le plaisir de la géographie au lycée et au collège aujourd'hui, c'est le jeu des échelles. Donc on a parlé beaucoup d'échelle mondiale, internationale, et quid de l'échelle régionale? Alors l'échelle régionale, c'est assez intéressant parce qu'évidemment, ça permet aussi de faire des ponts avec les études de cas qui pourraient être choisies. Donc bien sûr, il faudrait bien voir que les métropoles, elles commandent des territoires plus ou moins vastes. Ça c'est un élément important à avoir en tête. Et donc finalement, elles sont à la tête d'un réseau qui va bien sûr concentrer des centres plus petits.
qui vont, donc des villes moyennes, etc., qui vont donc être en synergie avec ces métropoles. Alors, bon, moi je dirais que la synergie métropolitaine la plus intéressante à l'échelle régionale, c'est la mégalopolis nord-américaine, hein, puisque finalement on a une répartition des fonctions qui est assez intéressante, et ça fait le pont avec l'étude de cas qui peut être proposée. Hein. Washington va donc concentrer les fonctions politiques, tandis que New York va concentrer plutôt des fonctions économiques, et Boston des fonctions scientifiques. Et là, c'est vrai que c'est assez intéressant de voir donc les synergies à l'échelle régionale. Alors après, c'est vrai qu'il y a la question bien sûr des réseaux qui donc se relient ces métropoles entre elles. Et c'est vrai que ça, c'est question aussi. Donc là, c'est plutôt la mégalopolis, c'est l'exemple plutôt d'une synergie, mais il faut aussi penser bien sûr à l'échelle régionale à toute la concurrence qu'il y a entre les métropoles. Et là, si on prend l'exemple français, on a une concurrence qui est énorme, puisque Paris polarise bien sûr bon, une bonne partie de l'économie française, mais voilà, d'autres métropoles comme Lyon ou bien Lille vont chercher, les acteurs locaux vont chercher à les développer et à les rendre toujours plus compétitives. Et donc finalement on a une logique de concurrence, certes alors, en France la concurrence elle est un peu biaisé puisque Paris a une suprématie, mais malgré tout, voilà, à l'échelle régionale, eh bien, Lyon va polariser quand même une bonne partie du quart sud-est de la France, Lille une partie du nord, et c'est vrai que Paris va être au milieu de tout ça et polariser l'ensemble. Donc c'est toujours un peu le jeu d'échelle de qui polarise quel territoire. Et là, la France peut être un exemple intéressant aussi à mobiliser. Alors que ce processus a aussi des implications à l'échelle locale, comme par exemple on va dire une multiplication des inégalités ou une différenciation croissante entre les métropoles. Tout à fait. Et ça, c'est vrai que la question à l'échelle locale, elle me semble très intéressante, et je pense aussi, elle fait partie aussi du quotidien de bon nombre d'élèves qui vivent dans des métropoles. Alors, c'est vrai que la métropolisation, on disait, elle est bien sûr portée par des grandes infrastructures, des quartiers d'affaires, des sièges de firmes transnationales, etc. Bien sûr, ça fait donc une concentration de richesses dans ces villes, et donc on va se retrouver avec donc des quartiers extrêmement riches et qui vont faire face à des quartiers qui sont eux plus pauvres. Et donc finalement dans les centres-villes aujourd'hui on a une concentration de ces activités de commandement, d'activités de service, etc. Et les fonctions résidentielles, eh bien, elles sont originelles, hein, elles sont de plus en plus limitées. En fait, on réside de plus en plus loin des centres généralement, dans beaucoup de villes, et donc c'est vrai que ça c'est assez intéressant à avoir. Alors à l'échelle locale, ça va se traduire aussi dans une refonte du paysage, puisqu'on a une verticalisation des centres-villes, avec donc des grands bâtiments de verre et d'acier, etc. Et puis, bien sûr, des quartiers résidentiels qui, eux, seront un peu plus à l'écart de la dynamique, qui auront juste une fonction résidentielle. Bien sûr, dans cette question-là, on a donc une refonte, bien sûr, du tissu urbain, parce que on va retrouver donc de plus en plus aussi à l'extérieur des centres-villes, eh bien, de nouveaux espaces qui vont profiter de cette métropolisation. Moi, je pense aux clusters, par exemple, qui vont donc rassembler les activités de même, enfin les entreprises de même activité, ou alors ce qu'on appelait les edge cities aussi aux États-Unis, avec donc finalement ces pôles qui concentrent emploi, commerce, etc. Donc en fait finalement des centralités secondaires dans la métropole, et donc dans ces espaces on va retrouver des activités scientifiques. On peut penser par exemple au Technopôle, moi je pense à Paris-Saclay par exemple, qui est donc en banlieue sud de Paris, voilà, tout ce type d'activité. Et c'est vrai que ça c'est aussi un élément à l'échelle locale qu'il faut prendre en compte, c'est l'extension de la ville, et comment cette extension elle est organisée, comment on retrouve aussi là des hiérarchies finalement entre les espaces à l'échelle locale. Et là il est clair que se jouent aussi bien sûr eh bien, des enjeux de desserte, quels sont les espaces de la métropole qui sont bien desservis, par exemple si on est proche de l'aéroport international, eh bien sûr il y a des entreprises qui vont être intéressées pour s'installer à proximité. Si on est sur un réseau de métro ou de train qui est performant, ça va aussi favoriser bien sûr l'installation de population et d'activités. Et donc là aussi ça joue dans la hiérarchie, la question de la desserte, c'est un enjeu aujourd'hui majeur.
Et donc, après de là, hein, vont bien sûr naître aussi des stratégies qui vont être liées bien sûr au domaine foncier, hein, puisque c'est aussi un point important dans la métropole. Les métropoles, bien le foncier est très cher, ça c'est pas, pas un scoop, hein, mais bien sûr, ce qui est intéressant, c'est de voir toutes les logiques de gentrification, par exemple, qu'on peut avoir, qui peuvent se jouer hein, dans les métropoles, et donc bien entendu des logiques aussi de fragmentation qui en découlent, puisque eh bien, on va avoir des espaces qui vont connaître donc, qui étaient peut-être plus résidentiels pour les plus modestes, vont être de plus en plus prisés par des populations plus aisées qui profitent aussi de revenus plus importants parce qu'elles travaillent dans des entreprises qui seront bien rémunératrices, etc. Et donc, ces fractures, elles évoluent au cours du temps. Et là, si on prend l'exemple de New York, par exemple, on a le quartier d'Harlem, par exemple, donc à Manhattan, qui aujourd'hui connaît une gentrification très importante, après avoir été pendant longtemps un quartier complètement exclu, fortement délaissé, réservé aux populations noires pour la plupart. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on observe qu'à New York, Manhattan va être de plus en plus le quartier le plus riche, et ça s'étend, hein, puisque Brooklyn connaît aussi un phénomène de gentrification, mais il est ancien, et il y a même des chercheurs, notamment je pense à Loretta Lees, qui est une chercheuse américaine, qui a donc montré qu'il y avait une super gentrification, donc une gentrification qui s'ajoutait à la gentrification, c'est-à-dire qu'en fait on est sur une deuxième phase de gentrification, et Brooklyn connaît aujourd'hui aussi ces logiques métropolitaines avec accueillant de plus en plus de services, parce que l'immobilier étant trop cher à Manhattan, les activités viennent se localiser aussi un petit peu donc dans d'autres quartiers. Et donc là, on a encore ce phénomène de des populations qui doivent partir parce que le foncier devient trop cher, etc. Et donc ça, c'est vrai que c'est assez intéressant à étudier avec les élèves, en prenant un cas précis, hein, ça peut se faire dans l'étude de cas, mais de travailler aussi sur ces logiques métropolitaines qui sont fortement excluantes pour certaines populations. Alors, est-ce que la crise des Gilets jaunes, finalement, c'est pas le refus d'une certaine métropolisation? Probablement. Probablement, je dirais oui, puisque les Gilets jaunes dénoncent notamment la suprématie de Paris, les élites qui donc se concentrent à Paris et dans les métropoles, et qui donc les métropoles seraient les espaces gagnants, et puis les espaces ruraux ou les petites villes seraient les espaces perdants aujourd'hui, délaissés. Donc oui, c'est certain que c'est peut-être un processus de refus de la métropolisation et peut-être aussi de la mondialisation qui se joue ici. En tout cas, un refus de voir les inégalités s'accroître entre les territoires. Et ça, en cela, c'est vraiment intéressant à étudier et travailler sur. Ça peut être aussi un élément à étudier avec les élèves, hein, de voir comment les populations locales peuvent aussi rejeter ces processus qui sont, on a l'impression parfois d'un rouleau compresseur finalement, avec une certaine, on n'est pas forcément capable de contrôler, et ça va très très vite, et malgré tout, il faut voir que oui, des populations se battent pour garder leur maison, et puis combattre aussi les inégalités qui sont croissantes. Et justement, dans cette course permanente à la concurrence entre des métropoles, est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur ce qu'on appelle le marketing territorial? Oui, tout à fait. C'est très intéressant, le marketing territorial. Les élèves adorent ça. En plus, on peut prendre il y a pas mal de campagnes qui ont été intéressantes. Alors, la géographe en française qui est spécialiste du marketing territorial, c'est Muriel Rosenberg. Elle a publié une thèse là-dessus. Je trouve que ça peut être intéressant de voir comment les acteurs vont promouvoir leur ville. Moi, j'ai en tête la campagne de Marseille, quand Marseille est devenue capitale européenne de la culture en 2013, où on avait de grandes affiches avec Descendez à la capitale, écrit dessus. Je trouve que c'est assez intéressant de voir ce renversement, et donc des acteurs marseillais qui cherchaient donc à créer une nouvelle forme de capitale en France. Donc oui, bien sûr, le marketing territorial, il joue pour attirer des investisseurs, attirer des gens, attirer des populations. Et je dirais dans tout type de ville, parce que l'exemple qui est très connu dans les manuels scolaires, c'est Metz avec jeveuxmetz.com. Et c'est vrai que les acteurs à Metz ont cherché à mettre en valeur cette ville et leur proximité avec Paris, les synergies qui étaient possibles à différentes échelles, avec le Luxembourg aussi, Strasbourg. Donc oui, bien sûr, ce marketing territorial, il est majeur aujourd'hui dans une logique d'essayer d'attirer population, flux financiers, etc. Eh bien, merci Pierre pour ce premier volet de notre émission.
retrouvez-nous sur Twitter @brefclasse. Tout le contenu de l'émission, la bibliographie, les documents exploités par l'auteur sont disponibles sur le site officiel de la PHG www.apHG.fr.